Ok, donc l'objectif là, c'est de revenir rapidement sur cette capsule numéro 4 qui avait pour titre premier outil d'analyse et modélisation. Premier outil d'analyse, c'était plus pour faire un rappel ou un lien avec le TP numéro 2, parce que finalement, des outils d'analyse, il n'y en a pas beaucoup dans cette capsule, si ce n'est les courbes de véhicules cumulées. Et par contre, on a voilà, enfin, un premier modèle pour comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de dynamique du trafic. Donc l'enjeu, ça va être de modéliser les conditions de trafic en un point, essentiellement à partir de la théorie des files d'attente. Dans mon cours, j'ai fait pas mal d'analogies avec la mécanique des fluides, parce que enfin, voilà, historiquement, les premiers modèles étaient vraiment des modèles inspirés de modélisation de l'écoulement des fluides qu'on avait adaptés au trafic. Donc on utilisait vraiment les mêmes équations ou légèrement modifiées. Et puis, vous avez aussi tout un courant de la théorie du trafic qui utilisait plutôt des outils qui venaient de la théorie de la file d'attente. Théorie des files d'attente, c'est quelque chose qui est bien connu, bien établi, qui sert à plein de choses, par exemple en génie productique, génie industriel, quand vous cherchez à voilà, optimiser des lignes de montage, le fonctionnement des machines, etc., enfin bref, le fonctionnement d'une usine, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle, les machines, en fait, c'est ce qu'on appelle par exemple des serveurs. Et les machines, elles sont capables d'exécuter un certain nombre de tâches à la minute, à l'heure, etc. Et vous avez vos produits qui se présentent devant ces machines. Donc, la théorie des files d'attente permet de comprendre un petit peu tout ça, de modéliser tout ça et d'essayer d'optimiser le fonctionnement. Et vous voyez bien l'analogie avec le trafic, puisque vous avez une quantité de choses à faire qui se présentent avec des goulots d'étranglement et vous voulez savoir comment tout ça fonctionne. Donc, la théorie des files d'attente, c'est voilà, utilisé dans plein de domaines. Celui-ci utilisé dans le domaine des réseaux de télécommunications, puisque bah, pareil, vous avez des serveurs. Alors pour le coup, là, c'est vraiment des serveurs informatiques et un nombre de requêtes à traiter. Et donc, savoir comment tout ça fonctionne. Donc, vous avez voilà, tout un pan de la théorie du trafic qui s'est appuyé sur la théorie des files d'attente. Et puis, récemment, enfin, d'ailleurs, c'est plus si récent que ça, mais il y a 15-20 ans, eh bien, pardon, on s'est aperçu que finalement, ces deux approches et les modèles qu'on avait dans ces deux grandes catégories étaient finalement les mêmes. Voilà, à une dérivée près, en gros, quoi. Et donc, finalement, on a une unicité de tout ça. Ce qui veut dire que d'un côté de la mécaflux, on a derrière tout le corpus mathématique, analytique, etc., pour faire des choses bien compliquées et bien chouettes. Et puis, côté file d'attente, bah, vous avez aussi tout ce corpus-là, mais l'avantage de l'approche théorique des files d'attente, c'est qu'il y a une dimension graphique qui est sympa et qui est simple à utiliser. Et moi, je suis incapable de faire des choses compliquées, donc c'est pour ça que je vais vous parler de ça aujourd'hui. La théorie des files d'attente repose essentiellement, enfin pas essentiellement, mais utilise des grandeurs cumulées. Et nous, on l'a vu dans le précédent TP, vous l'avez vu dans la capsule numéro 4, on va utiliser les courbes de véhicules cumulés. Donc c'est cette notion de grandeur cumulée qui n'est pas forcément instinctive. On l'a beaucoup vu voilà, dans l'épisode de la crise sanitaire, où dès le premier confinement, on a vu surgir ces courbes de nombre de cas cumulés, de nombre d'hospitalisations, de décès, etc. cumulés. Donc, c'est des choses où maintenant vous devez être un petit peu plus familier. Et la théorie des files d'attente, puisqu'on va voir la notion de stock, eh bien, utilise ces grandeurs cumulées. Et nous, chez nous, bah, on utilise les courbes de véhicules cumulés, donc on a déjà vu ça ensemble. Vous avez ici l'exemple d'un tronçon de route avec trois lieux d'observation, x0, x1, x2. x0 étant situé en amont de x1, qui est lui-même situé en amont de x2. Et les courbes de véhicules cumulés, il faut imaginer que vous avez un observateur sur le bord de la route, une boucle de comptage, une personne physique, une caméra, peu importe, qui à partir d'un instant de référence va commencer à numéroter les véhicules et du coup à les compter de manière cumulative. Et donc sur notre graphe où en abscisse on a le temps, en ordonnée on a le nombre ou le numéro de véhicules, on va reporter les instants de passage des véhicules successifs.
Et de la sorte, on peut construire une fonction qui, dans un premier temps linéaire par morceau, qui s'appelle la courbe de véhicule cumulé, qu'on note grand N de t de x0, puisque c'est une fonction qui dépend du temps qui dépend du lieu d'observation, en l'occurrence x0. Voilà, donc ça, c'est une grandeur qui est facile, même en pratique, à construire, puisqu'il suffit juste de compter le nombre de véhicules qui passent, donc pas de problème d'estimation de la concentration ou de quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on appelle une courbe de véhicules cumulés. D'accord? Ce qui est intéressant là-dedans, bon là on en regarde une toute seule. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de se poser la question, par exemple, de ce que représente la pente. Donc la pente, en termes d'unité, on va avoir un accroissement en nombre de véhicules sur une période temporelle. Donc nombre de véhicules sur du temps, c'est homogène à un débit. Et il se trouve qu'effectivement, la pente des courbes de véhicules cumulés, c'est directement le débit. Donc finalement, U de CVC, la fonction n, c'est uniquement l'intégrale du débit en fonction du temps. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis nous, ce qui nous intéresse toujours en trafic, c'est non pas ce qui se passe en un point, mais ce qui se passe en plusieurs points. Donc ce qu'on vient de faire en x0, on peut le reproduire en x1, on peut le reproduire en x2. Et donc on a une fonction, voilà, grand N, courbe de véhicules cumulés, qui dépend du temps et de x. D'accord? La position d'observation. Ce qui va nous intéresser après, c'est le lien entre ces CVC qu'on observe en plusieurs points de notre route et les interactions qu'elles peuvent avoir entre elles, ou en tout cas les différences qu'on peut noter. Et donc, ce qui peut nous intéresser dans un premier temps, c'est par exemple la distance horizontale entre deux CVC successifs. Donc là, x1 est situé en amont de x2. Et cette distance horizontale, déjà, si on se pose la question de l'unité, eh bien, ça va être un temps, hein, une période. Et sa signification physique, qu'est-ce que ça va être? Eh bien là, par exemple, ce qu'on peut lire ici, c'est que si je m'intéresse à l'ordonnée de valeur 3, eh bien, je peux aller lire sur ma courbe grand N de Tx2 l'instant de passage du véhicule numéro 3 en x2. En x1, je peux aller voir sur n de tx1, je peux aller lire l'instant de passage du véhicule 3 en x1. Donc finalement, ma distance horizontale, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la différence entre l'instant de passage d'un véhicule en x2 et l'instant de passage du véhicule en x1. C'est-à-dire que cette distance horizontale, eh bien, ça va être le temps de parcours du véhicule numéro 3, par exemple. Enfin, en tout cas, ça va être les temps de parcours des différents véhicules. Donc ça, c'est intéressant, puisque déjà, on voit que les CVC peut nous renvoyer des informations sur le temps de parcours. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que quand ma CVC aval va diverger de ma CVC amont, mais ça veut dire que le temps de parcours va augmenter. Donc, potentiellement, je peux suspecter la présence d'une file d'attente. Au contraire, quand elle va avoir tendance à se rapprocher, ça veut dire que mon temps de parcours diminue. Donc, peut-être ma file d'attente est en train de disparaître. De manière analogue, on peut s'intéresser à la distance verticale. Et donc, la distance verticale, en termes d'unité, ça va être un nombre de véhicules, d'accord? Donc, si on regarde à cet instant-là, donc on va avoir le nombre de véhicules qui sont passés en x0 et le nombre de véhicules qui sont passés en x1. Donc, finalement, ça nous donne le nombre de véhicules présents entre x0 et x1, donc le stock. Voilà. Et donc, finalement, si ma CVC en x1 commence à diverger de ma CVC en x0, c'est-à-dire que le stock de véhicules augmente. Donc, potentiellement, c'est-à-dire que j'ai une file d'attente qui se crée. Au contraire, si elle se rapproche, ça veut dire que j'ai moins en moins de véhicules entre x0 et x1. Donc, peut-être aussi que ma file d'attente est en train de disparaître. Donc, ça, c'est intéressant, puisque ça nous donne voilà, des informations, non pas en lieu, mais vraiment l'interaction entre ce qui se passe dans la dynamique spatio-temporelle. Ok, je ne vais pas aller plus loin sur les CVC. Après, dans la capsule, je vous dis qu'on peut voilà, extrapoler par une fonction continue, blablabla, qu'on peut projeter sur les différents plans. Tout ça pour vous dire que si vous continuez dans la direction de l'ingénierie de la mobilité, on s'amusera beaucoup avec cette fonction n. Derrière, voilà, je vous parlais un petit peu d'équation, le fait que la dérivée partielle par rapport au temps, c'était le débit, que l'opposé de la dérivée partielle par rapport à l'espace, c'était la concentration.
qu'on pouvait retrouver des équations de conservation, que dn c'était une différentielle totale exacte, que n était à circulation conservative. Enfin bref, tout ça c'était pour vous dire que nous, derrière, il y a un corpus mathématique qui est établi, bien fixé. On peut faire des choses assez chouettes, beaucoup d'analytiques. Et voilà, et que si vous allez dans la VA ingénierie de la mobilité, grosso modo, on fait quand même plutôt des maths, maths info, data science. Voilà, c'est en gros ce qu'on fait pour que les gens qui cherchent plutôt à faire des SHS ou d'autres choses ne soient pas forcément surpris. Voilà, donc c'était un peu pas pour me la jouer, mais pour vous annoncer la couleur de ce qu'on pouvait faire derrière. Mais nous, là, dans ce cours d'introduction, on va surtout voir une méthode graphique qui est bien plus simple. Comme je l'ai déjà dit, moi, je suis incapable de faire des choses compliquées, donc j'aime bien les choses très simples. Mais pour autant, c'est terriblement efficace. Et voilà, cette méthode de file d'attente est utilisée de manière opérationnelle pour faire plein de choses. Et c'est ça qui est chouette. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'évolution de la congestion en certains points d'un tronçon. D'accord? Et la situation qu'on va étudier dans un premier temps, ça va être voilà, un tronçon de route avec du trafic qui va de la gauche vers la droite. Et on a 2 points d'observation, X et Y. Et on veut en particulier savoir ce qui se passe en Y, puisque un incident va limiter le débit pendant une période donnée. Donc ce débit va être limité à mu. Et puis sinon, la capacité nominale, c'est mu-m. Et on veut déterminer ce qui se passe en un point, c'est-à-dire les véhicules qui arrivent et qui repartent de ce point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une des hypothèses qu'on va prendre, c'est que la file d'attente est verticale. C'est-à-dire que si des véhicules ne peuvent pas passer, on ne va pas les répartir entre X et Y, mais on va les stocker uniquement en Y. Donc finalement, c'est un peu analogue à des caisses de supermarché. On a des clients qui arrivent et on veut savoir à quel moment ils vont partir. D'accord? Et on considère qu'on les stocke tous en Y. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qui arrive et ce qui part. Et s'il n'y a pas de problème, un véhicule, il arrive en Y, il va repartir immédiatement. Et s'il y a une file d'attente, il va arriver, puis il va attendre un certain temps. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut être en mesure de modéliser et de comprendre. Alors, comment cela fonctionne? On a un certain nombre d'hypothèses. La vitesse est constante entre X et Y. Le trafic est FIFO, first in, first out. Ça veut dire que personne ne se double. C'est une hypothèse un peu grossière, mais qui n'est pas si mauvaise en pratique quand même. Et que la file d'attente est représentée de manière verticale en Y. Ça, c'est vraiment une hypothèse qu'on peut relâcher facilement et qu'on relâchera si vous continuez avec nous en ingénierie de la mobilité. Donc, on a un point d'observation en X où on peut finalement mesurer notre demande, c'est-à-dire le nombre de véhicules qui cherchent à passer en Y. Cette courbe, on la note grand A de X et de T, la courbe des arrivées en X. Et puis finalement, un véhicule qui passe en X, si tout se passe bien, je vais le retrouver en Y un petit peu plus tard. Et c'est quoi ce petit peu plus tard? C'est uniquement le temps de parcours entre X et Y. Puisque la vitesse est constante entre X et Y, finalement, tous les véhicules ont le même temps de parcours. Et donc, là, ma courbe des arrivées en X, qui est finalement une courbe à débit constant, hein, puisque la débit, c'est la pente, c'est un segment de droite que je viens de tracer, eh bien, si je cherche ma courbe des arrivées en Y, ça va être exactement la même, sauf qu'elle va être décalée dans le temps, uniquement du temps de parcours. D'accord? Donc, si je translate ma courbe des arrivées en X, en Y, du temps de parcours entre X et Y, eh bien, ça me donne ma courbe des arrivées en Y. Donc, si tout se passe bien, voilà, ce que je retrouve en Y, c'est la même qu'en X, mais décalé dans le temps. S'il n'y avait pas de problème, pas de congestion, que mon débit de demande, c'est-à-dire ma pente de ma courbe à Y, était bien inférieure à la capacité en Y, ce qui devrait partir, c'est ce qui arrive directement. Donc, on aurait la même courbe de départ. Cependant, nous, on a un incident qui va limiter le débit en Y. Et le débit qui peut donc s'écouler en Y, c'est le minimum, comme je vous l'ai dit dans la capsule 1 ou 2, entre la demande et l'offre. Ici, la demande, c'est donc ma courbe des arrivées. Et l'offre, eh bien, ça va être ma capacité mu. Si on suppose que cette capacité mu est inférieure à mon débit de demande, eh bien, pendant la durée de l'incident, ce qui va pouvoir passer en Y, ce n'est pas cette courbe bleue AY de T,
mais un segment de droite de pente mu, donc mon débit en congestion, pendant la durée de l'incident. D'accord? Donc ma courbe des départs, ce n'est pas ma courbe elle n'est pas confondue avec ma courbe à Y, mais c'est voilà, un segment de droite de pente mu. D'accord. Donc finalement, puisque j'ai un incident, je ne vais pas pouvoir écouler tous les véhicules qui se présentent et je vais avoir la création d'une file d'attente. Comment je peux voir ça? Bah, tout simplement parce que on a dit que la distance verticale, c'était le nombre de véhicules, donc ça c'est le stock, c'est les véhicules qui vont se mettre en attente en Y. Et puis ma distance horizontale, c'est mon temps de parcours. Donc là, ça veut dire quoi le temps de parcours entre l'arrivée, la courbe d'arrivée et la courbe de départ en Y? Bah, finalement, c'est le retard hein, pour passer ce point dur. Et donc, on voit que le retard augmente. Donc, on a vraiment cette file d'attente qui commence à grandir. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe pendant la durée de l'incident. Et puis, une fois que mon incident est terminé, je vais retrouver une capacité nominale, mu m, d'accord? Et donc, quel est le débit qui va s'écouler en Y? Eh bien, ça, c'est toujours le minimum entre l'offre et la demande, d'accord? Mais là, on a une file d'attente. C'est ce que je vous avais expliqué dans la capsule numéro 1 ou 2, je ne m'en souviens plus. C'est quand on a une file d'attente, c'est un peu comme si on avait une demande infinie. Et donc, du coup, le minimum entre la demande infinie et l'offre qui va être mu m, eh bien, du coup, le minimum, ça va être mu m. Cette analogie pour comprendre la demande infinie, c'est vraiment, j'avais pris comme analogie les caisses de supermarché. Eh bien, lorsque vous avez voilà, une file d'attente à chacune des caisses de supermarché et que vous en ouvrez une nouvelle, bah, tout le monde va se jeter dessus. Donc, c'était vraiment ça que je prenais comme analogie. Bah, là, c'est pareil. Dès que vous avez une file d'attente, vous allez utiliser le système à pleine capacité. Donc, on va se retrouver avec un débit mu-m jusqu'à quand? Bah, jusqu'au moment où on n'a plus de file d'attente. Et ce moment, eh bien, c'est lorsque le stock en véhicule est nul. Donc, c'est quand ma courbe des départs intercepte ma courbe des arrivées. À partir de cet instant, donc ça veut dire que la perturbation est terminée. Et ensuite, bah, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'ai une capacité qui est plus forte que mon débit de demande. Donc finalement, ma courbe des départs va être confondue avec ma courbe des arrivées. Les véhicules qui se présentent peuvent passer Y directement. D'accord? Donc là, je viens vraiment pardon, de modéliser euh, la dynamique de mon système en Y. OK? Donc, j'ai voilà, une période de congestion qu'on voit bien apparaître par cette forme triangulaire entre ma courbe des arrivées et ma courbe des départs. D'accord? J'ai l'évolution du retard, puisque on a dit que les distances horizontales, c'était les temps de parcours. Donc, on voit que le retard augmente, augmente, augmente jusqu'à la fin de l'incident, puis après, il rediminue. D'accord? Je peux déterminer le nombre de véhicules qui subissent la perturbation. C'est la grande hauteur de mon triangle. Et puis, si je m'intéresse à la surface de ce triangle, eh bien, c'est la somme des retards, donc c'est le temps total perdu par les véhicules. Ça, c'est pas forcément intéressant quand on est un usager, mais quand on exploite une infrastructure, c'est une information pertinente. OK? Voilà. Et donc là, on est dans une dynamique où la congestion se résorbe par accroissement de l'offre en Y. On avait vu tout ça là dans la capsule 1 ou 2, je ne sais plus. Voilà, on est vraiment dans le cas où finalement on redonne un peu de capacité en Y et c'est comme ça que la congestion se résorbe. Voilà, donc on vient de modéliser ce qui se passe au niveau d'un incident. On mesure il faut imaginer que ça, c'est très faisable en pratique, hein. On va mesurer la demande bien en amont, là où il n'y a pas de file d'attente. Et puis, ben, on la reporte à notre point dur. Notre point dur, ben, on peut voilà, déterminer ses mu, ses mu-m, et donc on peut anticiper sur ce qui va se passer. D'accord? Donc ça, c'est le cas de la congestion qui se résorbe par un accroissement de l'offre en Y. On peut faire la même chose par une réduction de la demande. Donc là, on dit que l'incident ne se termine pas, mais que la demande va chuter en X à partir de T1. Donc la première partie, c'est exactement la même chose, hein. On a une demande ici qui est constante, avec un débit constant, qui est supérieur à mu, qu'on retrouve en Y translaté du temps de parcours. Donc ce débit-là, on ne peut pas l'absorber puisqu'il y a uniquement mu qui peut partir un débit mu qui peut partir de Y. Donc on a une différence entre la courbe des arrivées et la courbe des départs. On a donc ce début de file d'attente qui se crée avec une augmentation du stock et une augmentation des temps de parcours. Et puis là, à l'instant T1, on vous dit qu'on a une baisse de la demande. OK? Donc, cette baisse de demande, bah, ça veut dire que je vais avoir une baisse des arrivées en Y, pas à partir de T1, mais à partir de T1
plus le temps pour se rendre en Y, donc translaté du temps de parcours, d'accord? Donc maintenant, ma courbe des arrivées en Y, eh bien, c'est celle-là. Et donc, du coup, bah, jusqu'à quel moment je vais avoir une file d'attente? Bah, jusqu'à l'instant où ma courbe des départs là, de pente mue intercepte ma courbe des arrivées. D'accord? Donc là, à cet instant-là, j'ai plus de file d'attente, plus de stock. Donc finalement, le débit qui va s'écouler en Y, c'est le minimum entre mon offre, mu, et ma demande. Donc le débit enfin la pente de ma droite à Y. Et donc, du coup, bah, là, ma CVC continuerait de manière confondue, enfin ma courbe des départs continuerait de manière confondue avec ma courbe des arrivées. D'accord? Donc, la congestion, c'est ce triangle-là. Donc, on voit qu'il n'a pas exactement la même forme. Ça, c'est une résorption par de la congestion par une baisse de la demande. La durée de perturbation, bah, c'est toujours la même chose. Et puis, bah, bien évidemment, les deux phénomènes peuvent se combiner. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une utilisation assez simple de la théorie de la file d'attente, des files d'attente. Donc voilà pour ces petites choses-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Non? Ok. Alors, ce que je vous propose de faire, l'objectif de ce cours, du cours d'expat, c'est de maîtriser un petit peu voilà, des tracés de CVC et un petit peu de théorie de file d'attente pour des cas simples. Donc là, je vous ai présenté la théorie dans la capsule vidéo et ce petit complément là avec cette présentation. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre deux petits exercices pour essayer de les mettre en musique ensemble et de tracer pas à pas ces courbes de véhicules cumulés. Voilà. Donc là, je mets un petit warning assez important. Les tracés de CVC, voilà, c'est toujours présent dans le test final d'Expat. Voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Et puis après, dans le TP3, on fait un problème où on revisite, on revoit un petit peu tout ce qu'on a fait dans le cours d'expat. Donc, si vous n'avez pas tout compris maintenant, ce n'est pas un problème. On va faire deux exercices d'application. Vous avez la capsule numéro 4. On va faire un TP3. On remettra ça en œuvre. Et donc, voilà, vous aurez tout le matériel et tout le loisir pour qu'ensuite le test se passe de la bonne façon. D'accord? Donc, on va prendre ce petit exercice ensemble si cela vous va. Hop là. Alors, j'ai arrêté mon partage une seconde. Hop là. On est 39, donc c'est vraiment une audience moyenne. Hop là. Tac. Hop. Ça, c'est bon. Hop. Et du coup, je vais vous repartager mon écran. Hop. Voilà. OK. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Hop. Je ne remets pas mon sondage. Hein. J'ai une grande foi en la technologie. Et on va prendre un premier exercice qui va être l'exercice suivant. Alors, attendez. Hop. Voilà. Je vous mets toutes les informations à l'écran. OK. Et on va faire ça pas à pas ensemble. Donc, ce premier petit exercice, l'idée, c'est de s'entraîner sur le tracé voilà, des courbes de véhicules cumulés et la modélisation de cas simples. Donc, on prend l'exemple d'un péage d'autoroute où sa capacité est limitée par le nombre de voies de péage en service. D'accord? Donc ça, vous pouvez vous pouvez imaginer facilement en pratique ce que c'est. Voilà, quand vous présentez un péage, vous avez un nombre de caisses limité. C'est même conçu de base pour qu'il y ait un certain volume de congestion par année. Et donc, ce péage a une capacité grand P. Et on a un profil de demande qui est le suivant, qui va se présenter au péage. Et donc, on veut savoir ce qui se passe. Voilà, on a des véhicules qui vont arriver et on veut savoir les courbes de départ de ce péage, s'il va y avoir une file d'attente, et s'il y a une file d'attente, bah, quel va être le temps total perdu total, etc., etc., etc.
Donc, nous, on a le profil de demande suivant, à savoir que de 6 à 7, on a une demande qui est constante et qui vaut Q1, qui est inférieure à la capacité du péage. De 7 à 8, on a une demande dont le débit vaut Q2, qui est supérieure à la capacité du péage. Et puis après, à partir de 8 heures, la demande baisse de nouveau. Et on a qui est inférieure à la capacité du péage. D'accord? Et donc, il faut savoir ce qui se passe. Donc, la première question dans ce type d'exercice, ça va être de tracer la courbe des débits cumulés, un débit ou CVC, pareil, hein, enfin débit cumulé ou, véhicule cumulé ou fonction N, c'est tous les mêmes mots pour parler enfin c'est des mots différents pour parler de la même chose. Donc nous, on va essayer de tracer ça ensemble tranquillement. Donc, pardon, la première chose à faire, voilà, on met nos axes, ok, tranquillement. Hop là, donc ça, mon axe des abscisses, c'est donc du temps. Mon axe des ordonnées, hop, on a dit donc c'était un nombre de véhicules. Ok, donc rien de bien compliqué là-dessus. Je vous le trace un peu en direct, d'accord. Et puis nous, ce qu'on veut faire, c'est finalement savoir un peu ce qui se passe, l'évolution en fonction du temps de la journée, donc à 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, etc. On veut essayer de tracer nos courbes de véhicules cumulés pour anticiper, comprendre sur ce qui va se passer au niveau du péage. D'accord? Donc, la première chose à faire sur les courbes de véhicules cumulés, c'est toujours pareil, c'est tracer la courbe de demande, la courbe des arrivées, ce qui se passe dans le meilleur des cas. Donc, ce qui cherche à franchir le point qui nous intéresse. Donc, de 6 à 7, eh bien, ma courbe des arrivées, elle est assez simple, hein. Ça va être un segment de droite, d'accord? Puisque le débit de demande est constant, de pente Q1. D'accord? Donc là, rien de compliqué. Ensuite, de 7 à 8, eh bien, je vais avoir, donc je repars de mon point là, hein, je compte de manière cumulée hein, mes véhicules, eh bien, je vais avoir, pareil, un segment de droite, mais ce coup-ci, la pente, elle est un peu plus forte, puisque ma demande, on l'a vu, le débit de demande est Q2. Et puis à 8 heures, ma demande rebaisse un petit peu, donc je vais me retrouver avec encore un segment de droite, et ce coup-ci, de pente Q1. D'accord? Donc là, rien de compliqué. Hein, en fait, le schéma qui est là, hein, qui est un schéma donné en débit, je le trace juste de manière intégrée, hein, si vous voulez, pour avoir des courbes de véhicules cumulés. Donc là, rien de compliqué, c'est les véhicules qui vont se présenter au niveau du péage. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, non, je sais pas. Des petits pouces, des trucs. Merci Auguste. Euh, Hop là. Voilà, donc là, rien de très compliqué de ce côté-là. Donc maintenant, on veut savoir ce qui se passe en vrai. Si la capacité du péage était toujours supérieure à Q1 et Q2, bah, pas de problème, d'accord? Voilà, je peux toujours absorber les gens qui se présentent. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas. Donc, de 6 à 7, le débit qui peut passer par mon péage, c'est le minimum entre la demande, donc ici Q1, et l'offre. Ce qui est limitant ici, c'est la demande. Donc, du coup, ma courbe des départs est confondue avec ma courbe des arrivées. Donc là, je n'ai pas de problème. Ça va suivre mon segment de droite rouge. Ensuite, à partir de 7 heures du matin, j'ai un débit supérieur, un débit de demande qui est supérieur à la capacité de mon péage. Donc, ce que je vais observer comme courbe des départs, eh bien, ce n'est plus mon segment de droite rouge, mais c'est un segment de droite bleu, d'accord, dont la pente est égale à P, d'accord? OK. Ce qui va pouvoir passer au niveau de mon péage, c'est le minimum entre l'offre et la demande, d'accord? La demande, c'est Q2, l'offre, c'est P, le plus petit des deux, c'est P. Donc, j'ai voilà, un segment de droite de pente P. Jusqu'à quel moment je vais observer ce débit au droit de mon péage? Eh bien, jusqu'au moment où il n'y a plus de file d'attente, d'accord? À 8 heures,
ben, moi, j'ai toujours un débit égal à P parce que j'ai des véhicules qui sont en attente. D'accord? Donc, il faut imaginer que c'est comme une demande infinie. Et donc, du coup, tant que j'aurai ce stock à écouler, eh bien, même si mon débit de demande est plus faible, je vais observer un fonctionnement à capacité jusqu'au moment où ma file d'attente n'existe plus. C'est quand? Ben, c'est quand mon stock est nul. Donc, c'est quand ma courbe, enfin, ma droite bleue joint ma droite rouge. OK? Voilà. Donc, rien de bien compliqué de ce côté-là. On vient de tracer les CVC, donc des arrivées au péage et des départs au péage. D'accord? Pas de questions là-dessus? C'était plutôt simple. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'objectif principal de ce cours d'expat en termes de modélisation, c'est d'être capable, pour des cas simples comme celui-là, de tracer des courbes de débit cumulé de manière correcte. Donc, il n'y a rien de compliqué. On trace la demande et puis après, on se pose la question de mon point dur, qu'est-ce qu'il est capable de faire passer? Et toujours avec cette réflexion-là, quel est le minimum entre mon offre et ma demande? D'accord? Et puis, avec un petit warning, ah bah attention, quand j'ai une file d'attente, ça veut dire que ma demande est infinie. D'accord? Donc, rien de très compliqué là-dedans. Après, à partir de ça, on peut faire des petits calculs analytiques, puisque finalement, on n'a que des segments de droite. Et les points intéressants ou les grandeurs intéressantes, eh bien, ça va être juste du calcul d'intersection de droite. Donc, par exemple, la question qu'on peut se poser, ça va être de calculer la file d'attente à 8 heures. D'accord? Donc la file d'attente à 8 heures, nous, ça peut nous intéresser de savoir combien il y a de véhicules en attente. C'est quoi le nombre de véhicules en attente à 8 heures? C'est uniquement la distance verticale à 8 heures. D'accord? Donc là, si par exemple je rajoute une petite flèche là, ok, hop, donc là, hop, je vais lui mettre une petite couleur verte, hop, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, d'accord? Voilà, et donc ça, on va par exemple le noter, hop, N 8 heures. Donc ça, c'est mon nombre de véhicules en attente à 8 heures. Et puis bah, ça, c'est par exemple une grandeur qui va m'intéresser. D'accord? Je suis en train de perdre des auditeurs. Hop là. C'est hop, intransigeant les étudiants. Dès qu'on a une petite faiblesse dans la présentation, on entend les bip bip des gens qui partent. Voilà, c'est très. Je devrais faire ça avec les présentateurs télé. Je pense que ce serait à chaque fois que quelqu'un zappe, ils ont un petit bip dans l'oreille. Je ne sais pas comment ils vivraient le truc, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on mesure notre audimat en direct en cours Zoom. Alors, non, j'ai les deux. Il y a un son pour les gens qui partent et un genre et pour les gens qui arrivent. Voilà. Donc, du coup, je peux vraiment voilà, faire des débits cumulés d'audience dans ma tête pour savoir où on en est. Et bref, je divague. Donc nous, ce qui nous intéresse là, c'est par exemple de savoir le nombre de véhicules en attente à 8 heures, hein, puisqu'on aura voilà, le nombre de véhicules qui n'ont pas été encore servis. Si vous pouvez après imaginer aussi en prenant, je sais pas moi, la taille moyenne d'un véhicule, bah, vous aurez la distance totale de cette file d'attente. Donc comment on fait pour déterminer ça? Alors on va surtout pas mesurer avec une règle, hein. Il y en a qui sont capables de me faire ça. On ne s'est pas fait chier pendant 2 ou 3 ans en prépa à faire des triples intégrales et je ne sais pas quoi pour pas être capable après de calculer simplement des équations de droite. Bah, donc comment on fait? Bah, c'est pas compliqué, hein. Là, la distance, elle est nulle à 7 heures du matin entre la courbe rouge et la courbe bleue. Et puis bah, après, la courbe rouge, c'est uniquement un segment de droite de pente constante, hein, à Q2 pendant 1 heure. La droite bleue, le segment de droite bleue, c'est pareil, une pente constante pendant 1 heure. Donc la différence entre les deux, c'est pas bien compliqué, hein. Donc du coup, si je vous l'écris là en dessous, n à 8 heures, ça va être la différence. Hop là, je vous fais ça un peu joli, hein, je suis sympa. Hop, n à 8 heures, bah, ça va être quoi? Ça va être la différence en suivant le chemin rouge. Donc, le chemin rouge, c'est un segment de droite de pente constante Q2, ok, d'accord. Et puis, bah, pendant combien de temps on a ce segment de droite? Bah, pendant 1 heure, hein, donc hop là. Donc, ça va être Q2 fois 1 heure, moins bah, ce qui se passe sur le chemin bleu. Et ce qui se passe sur le chemin bleu, bah, c'est un segment de droite de pente constante
voilà, P, donc moins P fois 1 heure. D'accord? Donc rien de compliqué là-dedans. OK? Donc ça nous donne le nombre de véhicules en attente à 8 heures. Et puis bah, si je vous donne des valeurs numériques, il n'y a rien de bien compliqué. OK? Donc voilà le genre de petites choses qu'on peut calculer et qu'il faudra savoir calculer. Ce qu'on vous demande aussi à chaque fois, pratiquement, c'est la durée de la perturbation, d'accord? Donc c'est quoi la durée de la perturbation? Bah, c'est une grandeur qu'on va noter T fin. On l'a vu dans la capsule vidéo et dans mon rappel. Eh bien, l'instant T fin, finalement, c'est cet instant-là, hein, là, hop, ici. Donc je pourrais vous mettre un petit point si vous voulez. Hop, c'est le moment là, hop, où bah oui, bah, mes deux courbes s'interceptent. Donc ça, c'est la fin de la file d'attente. Donc je peux avoir envie de calculer cet instant-là. Bah, comment je vais faire? Bah, pareil, hein, je vais partir d'ici, je suis mon chemin rouge, d'accord? Je suis mon chemin bleu, et normalement, il me mène au même point. Donc si on écrit ça, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, le chemin rouge, hop là, hop, j'aurais dû commencer par le bleu. On va avoir un accroissement de Q2 pendant 1 heure, plus ensuite, eh bien, un segment de droite de pente Q1 pendant combien de temps? Bah, pendant le temps T fin moins le débit de la pente Q1, donc qui commence à 8 heures, d'accord? Hop là, donc ça, c'est l'équation des segments de droite rouge, ok? Et puis, ben, par la pente bleue, bah, c'est uniquement une pente P pendant combien de temps? Ben, pendant le temps T fin moins le début de mon chemin bleu. Donc, on a commencé à 7 heures. D'accord? Voilà. Donc là, hop, vous avez toutes les infos. Exactement, Mathieu. Vous, un chouï près, on va dire. Vous mettez ça dans le bon ordre et vous retrouvez votre T fin. Alors, l'intervention de Mathieu dans le chat, oui, T fin, c'est l'heure totale. Alors, c'est le seul truc où il faut faire un peu attention quand on trace les CVC, c'est qu'on a vite fait de s'en mêler les pinceaux entre des instants qui vont être des heures totales ou des instants qui vont être en référence par rapport au début du phénomène. Donc, il faut juste être attentif à ça. C'est vraiment la seule difficulté. Voilà, donc ça, c'est le genre de questions qu'on peut vous poser. On pourrait vous poser aussi, par exemple, bah, je sais pas moi, le temps total perdu. Donc, le temps total perdu, hop là, qu'est-ce que c'est? On l'a vu dans la présentation, c'est l'aire du triangle de congestion. OK? Hop là. Donc là, comment on ferait? Bah, il suffirait d'aller calculer l'aire du triangle ici. Donc ça, pareil, bah, c'est pas bien compliqué, hein. Vous avez un premier triangle ici, un deuxième triangle ici. Donc après, c'est base fois hauteur. Donc c'est pour ça que je vous ai fait calculer la file d'attente à 8 heures. Ça, c'est votre base. Donc l'aire du triangle à gauche, si vous voulez qu'on le fasse un coup ensemble, eh bien, ça va être n, hop là, mince, j'ai perdu mon truc, n fois 8 heures, ok. Donc ça, c'est ma base. Hop là, multiplié par ma hauteur, donc on a vu bah, que c'était 1 heure, hein, ici. Hop, divisé par 2, plus bah, la partie droite de mon triangle, bah, ça va être rebelote n fois 8 heures, multiplié, donc ça c'est ma base, multiplié par ma hauteur. Et donc ma hauteur, bah, ici, hop, c'est T fin moins 8 heures, hop là, tac, divisé par 2, d'accord? Et donc ça, hop, ça c'est notre temps total perdu, ok? Voilà, donc pareil, rien de bien compliqué. Enfin, un poil plus, on fait une aire de triangle, hein, donc il faut se souvenir de la formule. Mais pareil, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc ça nous donne le temps total perdu. Et quand vous êtes un gestionnaire, bah, c'est ça d'infrastructure, c'est ça qui vous intéresse. C'est pas de savoir que Madame Michu, elle a perdu 13 minutes, mais bien de savoir la collectivité dans son ensemble, ce qu'elle a perdu. D'accord? Donc voilà, donc là vraiment, moi j'insiste, la première chose à savoir faire, c'est tracer les CVC parce que c'est ça qui reproduit la dynamique du phénomène. Une fois que vous avez tracé ça,
Après, la manipulation des équations, etc., mais enfin, franchement, c'est trivial, hein, il faut juste en faire 2 fois. À chaque fois, c'est des pentes, voilà, fois des durées de temps. Vous en trouvez, enfin, voilà, c'est entre de la géométrie basique et ouais, du calcul linéaire. Enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. OK? Donc voilà, donc tout ce qu'on peut faire avec un modèle de file d'attente au niveau d'un cas simple, ici le cas d'un péage. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit premier exercice? Non? Bon, très bien. Alors, on va en prendre un deuxième, si vous le voulez bien. Voilà. Et ce deuxième exercice, tac. Alors, bien évidemment, hein, je remettrai la vidéo de ce cours en ligne, celle-là ou celle du cours d'avant, hein, je verrai celle où j'ai le moins bafouillé à raconter de conneries, en espérant qu'il y en ait une des deux. Je n'ai pas raconté trop de conneries. Hop là. Tac. Donc le deuxième exercice, ça va être l'exercice suivant. On veut savoir ce qui se passe au niveau d'un feu tricolore. D'accord? Donc on vous dit qu'un feu tricolore est situé à l'extrémité d'une voie d'approche, dont voilà, la capacité maximale, hop là, et grand S, d'accord? On note TV le temps de vert et TR le temps de rouge. Et puis on note TC la durée du cycle complet, à savoir que un cycle complet, c'est du vert plus du rouge. Nous, le orange, on n'en a rien à taper. Sur cette section, on considère un trafic homogène dont le niveau de demande est constant et égal à D. Et puis, je vais rajouter une petite information avec D qui est inférieur à S. D'accord? Donc, c'est assez simple. On a un tuyau avec des véhicules qui se présentent avec un débit grand D et ils vont venir buter sur un feu qui fait du vert et du rouge et on veut savoir ce qui se passe. D'accord? Donc, nous, on va voilà, venir dans un premier temps tracer notre CVC. Alors, hop, vous commencez à comprendre le truc. Pardon, hop, en abscisse, on va se retrouver avec. Donc, il y a plein de façons hein, de faire cet exercice, hein, mais moi, l'objectif, c'est de manipuler les débits cumulés. Donc, en abscisse, on met le temps. En ordonnée, on met le nombre de véhicules. OK. Donc ça, vous commencez à comprendre. Voilà. OK. Et la première chose à faire, c'est tracer ce qui se passe quand tout va bien. D'accord? Donc tout va bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire tracer la demande. Et bah, tout va bien, c'est en fait, voilà, la courbe des arrivées, c'est un segment de droite de pente D hein, qui est inférieur à S. OK? Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est les véhicules qui se présentent au niveau de mon feu. D'accord? Donc là, encore une fois de plus, rien de compliqué. Demande, c'est la demande, la CVC des arrivées au feu, les débits cumulés d'arrivée au feu. Voilà, c'est tout des mots pour dire la même chose. Donc nous, maintenant, on veut savoir ce qui se passe en vrai, puisque en vrai, on va avoir une succession de rouge et de vert. D'accord? Et on va supposer qu'on commence par un feu rouge. D'accord? Donc on va avoir du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, un feu c'est cyclique. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et donc on veut savoir ce qui passe effectivement au droit du feu. D'accord? Donc si on commence par un, un feu rouge, eh bien le débit qui peut s'écouler au droit du feu, minimum entre offre et demande. La demande c'est D, l'offre c'est quoi quand c'est un feu rouge? Bah, c'est 0. Donc finalement, ma courbe des départs au niveau de feu, bah, c'est un segment de droite horizontal, d'accord? Puisque j'ai aucun véhicule qui peut passer. Comme mon feu repasse au vert, d'accord? Il faut savoir ce qui peut passer au droit du feu. C'est le minimum entre l'offre et la demande. L'offre, c'est ma capacité, grand S. Ma demande, bah, j'ai une file d'attente, elle est infinie. Donc le débit qui peut passer, enfin le débit qui passe, c'est un débit S. Donc un segment de droite, d'accord? De pente S. OK. Jusqu'à quand? Bah, jusqu'à l'instant où ma file d'attente est résorbée. Donc là, je suppose qu'elle peut se résorber pendant la période de verre, hein, parce que si la période de verre est trop courte, hein, bah, elle n'a pas le temps de se résorber. Donc finalement, on va entasser des véhicules.
Tiens, j'ai un auditeur qui nous a quittés. On va entasser des véhicules. Donc là, je suppose qu'on peut résorber la file d'attente pendant le temps de vert. Et donc, la file d'attente, elle se termine à l'instant où ma droite bleue intercepte ma droite rouge. Et puis après, quel est le débit qui franchit mon feu? Minimum entre offre et demande. Là, ce qui est limitant, c'est ma demande. Donc finalement, ma courbe des départs est confondue avec ma courbe des arrivées. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où je repasse au feu rouge. Et là, si je repasse au feu rouge, voilà, je vais me retrouver de nouveau avec une droite horizontale, puisque le débit qui peut passer est nul. Jusqu'à ce quand? Jusqu'au moment où je repasse au vert. Hop là, où là, j'ai un débit égal à S. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où j'ai plus de file d'attente, etc., etc. Enfin, vous commencez à comprendre l'histoire. Hop là, voilà ma courbe des départs au feu, d'accord? Et donc, on voit ce motif-là se répéter, débit nul, débit à capacité, débit égal à la demande, débit nul, débit à capacité, débit égal à la demande, débit nul, etc. Enfin, voilà, les feux, c'est extrêmement cyclique. Donc, voilà. Donc là, on vient de calculer, pardon, pas de calculer, mais de modéliser le fonctionnement d'un feu. Et puis, une fois qu'on a fait ça, j'ai envie de dire, le tour est joué. Donc, les questions qu'on a l'habitude de se poser, ou ce qui peut être intéressant après à déterminer, par exemple, c'est est-ce que ma file d'attente, elle a bien le temps de se résorber pendant ma période de vert? Ça, c'est vraiment une question pratique, hein. Et on utilise ce type d'approche pour faire ça. Vous devez régler un feu vert, enfin un feu tricolore. Vous connaissez en gros votre demande. Quel est le temps de vert à mettre pour être sûr que pendant la période de vert, j'écoule toute ma demande et je ne vais pas avoir une demande qui se cumule? Parce que si ma file d'attente... Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Allô? Voilà, non, c'est bon. Si je ne peux pas évacuer toute ma file d'attente pendant le vert, quand je vais repasser au rouge, je vais avoir une file d'attente résiduelle qui va se cumuler, etc. Et finalement, ça va faire qu'accroître ma file d'attente, quoi. Donc, une des premières questions à se poser, c'est de calculer le temps nécessaire, donc là qu'on note TS, à la file d'attente pour se résorber après le passage du feu au vert. Donc, comment on peut faire ça? C'est très simple, hein. On a un chemin rouge, il suffit de trouver les coordonnées du point d'intersection là, hein. Donc, on a un chemin rouge ici qui a un segment de droite constant, on a un chemin bleu qui n'est pas bien compliqué, et on cherche le point d'intersection. Donc, comment on fait? Sur mon chemin rouge, l'accroissement, c'est quoi? C'est uniquement D, voilà, pendant combien de temps? Pendant TS, d'accord? Donc, ça, c'est sur mon chemin rouge. OK? Voilà. Je vous le mets en rouge, hop. Et puis sur mon chemin bleu, j'ai 0 pendant la période rouge, plus ensuite S pendant la période quoi? TS moins TR, d'accord? Et voilà. Et donc là, ça c'est mon chemin bleu, d'accord? Donc il n'y a rien de compliqué, c'est juste calculer des points d'intersection, hein. Vraiment, voilà, très basique. Et si on secoue tout et qu'on remet ça dans le bon ordre, ça veut dire que mon temps TS, c'est, si je me trompe pas, S divisé par S moins grand D multiplié par TR. D'accord? Donc ça, déjà, c'est à peu près homogène, c'est que je ne me suis pas planté. Si je réfléchis 2 minutes et que j'ai une demande égale à 0, ça veut dire que mon temps S, il est égal à mon temps de rouge, c'est-à-dire que la file d'attente, elle se résorbe dès l'instant où je passe au vert. D'accord? Pour mémoire, hein, mon temps de rouge, du coup, hop, c'est l'instant ici, hein. Tac. OK. Là, c'est TR. Je vous le remets, hein, pour que ça soit bien clair. Ça, c'est TR. OK. Hop. Et puis après, hop. Là, on a TR plus TV. D'accord. Hop là. J'essaie de vous faire ça à peu près propre. OK. Voilà. Enfin, là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà. OK. Donc là, le temps nécessaire ici, on le calcule comme ça. Donc, si D est égal à 0, et du coup, TS, hop, pim, il va se décaler vers TR. Si D devient très très proche de S, on va avoir un dénominateur extrêmement grand.
Donc finalement, il va falloir un temps très très grand. Donc TS va bien se décaler vers la droite et on ne va pas pouvoir résorber ça pendant le temps de R. Voilà. Donc c'est vraiment pas très compliqué. On peut, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer le nombre maximum de véhicules dans la file d'attente à chaque cycle, hein. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut aussi déterminer, hein. Donc le nombre maximum de véhicules dans la file d'attente à chaque cycle. Donc à quel moment la file d'attente est la plus longue? Bah, au moment où le rouge se termine pour passer au vert, hein. Donc du coup, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Mon head max, je vais le mesurer ici. Hop, hop, je vais vous mettre une autre couleur pour qu'on y voit quelque chose. Vert, c'est pas top. Mettre un petit violet. Hop, s'il y a des dyschromatiques, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc ça va être hop, mon head max. OK. Voilà. D'accord. Et ben, comment je calcule mon Nmax, hein, c'est pas compliqué, c'est la différence entre les deux. Donc ici, Nmax, on l'a quasiment directement, hein. Ça va être Nmax, ça va être directement égal à D fois TR. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste de la manipulation d'équation de droite. Si je cherche encore mon retard total, comme tout à l'heure, eh bien, ça va être hop, tac. Donc si je cherche à déterminer hop, mon retard total pour l'ensemble des véhicules à chaque cycle, ben, c'est l'aire du triangle de congestion, hein, comme tout à l'heure. Ben là, pareil, hein, vous déterminez base fois hauteur, hein, pas de problème, hein. Donc du coup, vous prenez des trucs qui sont faciles. Soit vous pouvez utiliser Nmax, soit vous recalculez juste la hauteur qui est ici. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc si on le fait directement, hop là, mon retard total, bah, ça va être quoi? Ça va être par exemple ma base, ici ça vaut TR, et puis ma hauteur qui est ici, et bah, c'est directement sur le chemin rouge, l'accroissement, donc c'est D, la pente, fois fois la durée, donc TS, d'accord? Donc base fois hauteur divisé par 2. On a directement le retard total, comme ça, et puis après, si on veut diviser par le nombre de véhicules qui passent pendant un cycle, ça nous donne le retard moyen. Enfin, vous pouvez calculer plein de grandeurs à partir de ça. Une fois de plus, la base de tout ça, c'est de tracer des courbes d'arrivée, des courbes de départ qui sont correctes. Donc ça, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste lire l'énoncé et se poser la question du débit qui peut s'écouler à chaque instant. Et une fois qu'on a tracé ça, après, c'est relativement simple de faire quelques petits calculs analytiques là-dessus. Voilà pour ce deuxième exemple. On en fera d'autres dans le TP3. Et voilà, c'est dans les objectifs pédagogiques, c'est ce qu'il faut être capable de maîtriser parce que c'est vraiment utile, même d'un point de vue opérationnel, pour la suite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou par rapport à autre chose, hein? Non. On est encore 37. Qui est un score relativement médiocre, mais c'est pas grave en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi ce petit cours. Si vous n'avez pas de questions, on en reste là. De toute manière, je mettrai ça en ligne. Et puis, nous, on se voit, je crois, dans 15 jours. Je vais essayer aussi de vous mettre une autre capsule vidéo, sûrement d'ici la fin de semaine. Et voilà. Et en attendant, bah, je vous souhaite une belle fin de semaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.